Alors dans cette vidéo, je vais commenter deux tables de 10-20. Il devrait y en avoir trois un peu plus tard dans la vidéo. Et le reste en 5-10. Alors mon idée c'était vraiment de faire une session de 10-20 pour montrer un peu les différences avec la 5-10. Et pour clore le chapitre mid high stakes en short and lead. Avant de faire des vidéos un peu différentes. Donc je pense faire plutôt du heads up sur des limites un peu plus basses dans les prochaines vidéos. Je pense que ce qui est intéressant en 10-20, c'est qu'il y a pas mal de régulars qui jouent rarement en dessous, donc plutôt des régulars d'ensemble assez difficiles. Donc c'est le cas de Rinkeby qui joue rarement en dessous. Il s'assoit même sur des tables de 50-100 en heads up. Bon, je pense qu'évidemment il fait une grosse table selection, enfin une grosse sélection d'adversaires. Mais ça veut dire qu'a priori il a une bankroll assez importante. From Sparta non plus, je ne l'ai pas vu en dessous. Il a pas mal joué ces derniers temps, donc plutôt un régular. Mais en même temps, j'ai pas trop d'historique. J'ai pas suffisamment en tout cas pour vraiment juger de son jeu. A priori, plutôt un bon régular, assez aggro, mais j'en suis pas certain. Rinkeby est donc plutôt nitty, ABC a priori, mais bon, à ces limites-là, je pense pas que on puisse trop facilement cataloguer un joueur de nitty, sachant que il est installé sur ses limites depuis assez longtemps. Donc on va commencer la session. J'ai ouvert à As-3 Under the Gun, ce qui est relativement marginal, hein, surtout avec deux joueurs a priori assez forts derrière. Je décide de continuation BT ce flop. Alors évidemment, on peut envisager une ligne check call pour faire du pot control et essayer d'avoir un showdown assez pas très cher. Je pense que dans l'ensemble, je préfère avoir adopté ce type de ligne quand j'ai un historique où j'ai pu montrer que j'étais capable de faire des check calls 3 barrels. Donc soit parce que j'ai décidé de faire un check call avec une main assez forte, ou soit parce que je pense que l'adversaire est suffisamment aggro, suffisamment difficile pour bluffer 3 streets dans cette situation. Bon bah là c'est typiquement avec As-3 ici, j'ai a priori pas envie de jouer les tapis, donc je préfère miser, sachant que j'aurai quand même pas mal de valeur. Essentiellement, je pense que les tirages de couleurs vont rarement relancer ce flop, sachant que ça risque de partir à tapis si j'ai As-Roi ou As-Dame par exemple. Et que évidemment on n'a pas envie de partir à tapis avec un simple tirage de couleurs sur ce board. Donc je pense quand même avoir de la valeur, éventuellement même paire de 10 peut avoir envie de suivre un barrel ici. Je pense que c'est relativement standard de suivre le flop avec paire de 10 ou paire de valet. Alors là je suis relancé. Donc évidemment on peut folder, sachant qu'on est hors de position avec top pair mais un kicker très faible, donc s'il relance ses mains faites on est jamais devant a priori. J'ai pas trop envie de bet folder top pair régulièrement en 10-20, même si c'est pas quelque chose de facilement exploitable dans le sens où il ne saura pas que je bet fold top pair. Mais a priori un régular aggro va quand même relancer pas mal de flops, et le fait de coller
montre relativement de la force, donc on peut éventuellement espérer un free showdown une fois qu'on a collé le flop. Alors évidemment je vais check folder pas mal de turns, essentiellement les trèfles, un 5 à 6 aussi je vais toujours folder, sachant que s'il a relancé avec une gutshot, il va se retrouver soit avec donc paire plus tirage de quinte, soit une quinte, donc paire plus tirage de quinte va a priori checker le turn et prendre la carte gratuite. Donc il va essentiellement miser les quintes. Et sur le reste des cartes, ça dépend de la dynamique, de l'historique. Là contre ce joueur là, sans trop d'historique, je pense que je vais quasiment check folder tous les turns. Donc le call essentiellement d'une part espérer un free showdown et une possible amélioration de ma main. Ou une possible amélioration du board qui va l'empêcher vraiment de bluffer. Typiquement si un as tombe au turn et il va jamais continuer à bluffer. Et je peux me permettre de suivre un deuxième barrel avec quand même pas mal d'outs. Donc ici évidemment je décide de check folder ce turn. Je vais revenir après sur les mains sur les autres tables. Donc ici typiquement je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, paire de 8 en haut à droite, je pars à tapis contre un short stack. Donc il check le turn, évidemment je check la rivière, aucune valeur dans une mise ici. Et non, c'est vraiment pas la main qu'on a envie de tourner en bluff. Alors j'ai pas regardé ce qu'il avait pendant la session, mais il avait paire de 6 avec le 6 de trèfle. Donc son check au turn est vraiment standard. A priori c'est une bonne idée, sachant qu'il n'a pas envie du tout d'être check raisé avec pas mal de tirages. Donc tirage de quinte et tirage de couleur, mais bon évidemment le tirage de couleur est relativement faible. Donc se prendre la carte gratuite au turn était évidemment plutôt bon. Le raise au flop est assez étonnant. Donc ça s'apparente un peu au raise pour info, c'est-à-dire qu'il a c'est pas une main où il a envie de suivre un deuxième barrel. Il décide de raiser simplement par protection sans qu'il y ait quasiment aucune valeur. C'est pas forcément horrible, mais je préfère largement un fold avec une main aussi faible que paire de 6 sur ce board. J'aime pas non plus le call parce que il fera face à très souvent un deuxième barrel qui devra folder. Je pense que paire de 8 c'est un call assez facile. Je pense qu'on peut commencer à folder avec paire de 6, sachant que j'ai pas mal misé de 7 sur ce board. Donc un raise au flop assez étonnant, mais pas complètement horrible, sachant que il n'y avait pas vraiment d'historique où je l'avais vu raiser ce genre de main. Alors je vais juste revenir sur donc déjà la paire de valets ici, donc Nick en haut à gauche. Nick comme on voit sur ses stats, c'est très loose passif. Donc c'est pas du tout l'adversaire contre lequel on a envie d'adopter une ligne check call. On a énormément de valeurs au flop face à des tirages, face à des paires inférieures, face à des gutshots. Et on n'aura sans doute pas autant de valeur sur les streets suivantes. Et en même temps, si une mise, a priori, ça sera un range assez polarisé, donc plutôt minimum paire de dames et gros tirage, contre lesquels on a une équité très faible. Donc vraiment le bet est largement supérieur, continuation bet est largement supérieur face à ce type de joueur. Je pense que dans l'ensemble les régulars, les joueurs ont trop tendance à adopter des lignes check call sur ce genre de board. Comme j'ai dit, une ligne check call est
est pas mal contre un joueur aggro, régulier assez aggro. Mais dans l'ensemble, je préfère aussi, même contre ce type de joueur, avoir un historique où j'ai check collé 3 barrels quand j'ai adopté une ligne check call. Donc le turn est la dame, donc évidemment je continue de miser pour valeur protection. Et encore, j'ai très souvent la meilleure main. Et aucune raison de checker et d'induire un bluff ou une mise avec une main faite médiocre, sachant qu'il est très passif. A priori, je serai très rarement relancé. Je peux sans doute bet folder le turn face à ce type de joueur. Et je vais revenir aussi sur la main A7 de trèfle qu'on a vu passer en bas à droite. Bon, sur la table en bas à droite, j'ai pas monté ce stack face à ces adversaires là. En fait, j'étais sur la table quelques heures avant et contre des joueurs différents, et j'ai récupéré ce stack quand je me suis à nouveau assis. Donc il n'y a pas du tout d'historique de gros pots avec des joueurs ici. Rinkubi, et donc on joue assez deep ici, donc plus de 250 big blind deep. Donc évidemment le call est super standard au bouton face à une ouverture under the gun aussi deep. Je pense que ce serait très grosse erreur de folder. On peut envisager de free better aussi deep. Mais vraiment les as assortis, c'est le type de main qui joue très bien dans des pots non free bettés, sachant qu'on aura souvent tirage vers les max, enfin vers le jeu max, et avoir le jeu max, c'est vraiment ce qu'on veut avoir sur les pots non free bettés, sachant que on pourra avoir de l'action, énormément d'action des deuxième, troisième jeux max par exemple. Donc ici je floppe le tirage de couleur max, donc sur un board où il peut avoir touché, mais je pense malgré tout que aussi deep le call est pas du tout une bonne idée. Je pense que c'est une zone de tapis où on sera, surtout pas un joueur relativement nitty comme Rinkubi, on sera très rarement three-betté. Je pense qu'il a minimum 2 paires max, enfin dame 10 pour three-better le flop. Et il y a quand même assez peu de combinaisons de dame 10 assorties, sachant que je pense pas qu'il ouvre dame 10 offsuit under the gun. Donc c'est vraiment un minimum dame 10 assortie. Donc juste 2 combinaisons et les brelans. On sera three-betté, donc très peu de cas où on sera three-betté. Et donc relancer au flop permet de grossir le pot s'il a lui-même un tirage de couleur qui va certainement flatter au flop, sachant qu'on est très deep et qu'il peut penser avoir pas mal de valeur face à un brelan par exemple, ou deux paires. Donc vraiment semi-bluffer le flop et faire grossir le pot contre une possible couleur au turn, et je pense est nettement meilleur que de flatter le flop, sachant qu'il va, je pense, rarement folder des tirages au flop. Et c'est une situation aussi où il va quasiment jamais free-better des tirages. Bah, c'est possible qu'il free-bet 3 valets de trèfle ou valet de 9 de trèfle, mais c'est à peu près les deux seuls tirages où il va éventuellement free-better. Mais c'est même pas certain aussi dit. Donc on a vraiment aucune valeur intrinsèque dans ce raise flop, c'est purement du semi-bluff, donc la possibilité que l'adversaire fold, et aussi grossir le pot face à un possible tirage. Alors que sans big blind deep, on aurait beaucoup plus de valeur à relancer le flop
Je pense que j'ai déjà pas mal expliqué dans les vidéos. Je vais relancer ce flop également sans Big Blind Deep, mais cette fois pour induire des tapis par tous les tirages inférieurs de couleurs et éventuellement aussi les tirages de quinte type roi-valet contre lesquels on a une très bonne équité. Donc c'est vraiment deux raisons différentes pour la relance au flop, à part évidemment l'aspect semi-bluff qui est commun aux deux. Donc on va un peu avancer dans la vidéo, dans la session. Alors ici, à nouveau en haut à gauche face à Nick Nick, où je relance pré-flop As-Dame, ce qui est évidemment super standard. Checker même hors de position serait horrible face à un range aussi large et face à un range où il y a énormément de mains dominées. Donc je mise le flop pour valeur protection. Je pense qu'on aura énormément de valeur de hauteur As et de tirage sur ce board où il a a priori pas vraiment de raison de toucher. Le 5 également une très bonne carte pour ma main. Je décide à nouveau de miser pour valeur protection, où je pense que là encore on aura de la valeur de tirage. Je pense pas qu'il va très souvent, ce type de joueur a très souvent foldé un tirage de couleur par exemple. Et en plus de protection, il va sans doute folder à hauteur As. On n'a pas vraiment de raison de lui donner une carte gratuite, sachant qu'il y a quand même pas mal d'outs face à hauteur As. Type un 4 et un 9 qui va faire partager le pot plus son kicker. Donc on n'a pas vraiment de raison de lui donner une carte gratuite, sachant que je pense pas qu'il y aura beaucoup de valeur à la rivière face à hauteur As. Enfin, de toute façon, je vais évidemment pas miser hauteur As, As-Dame pour valeur à la rivière. Et donc arrive le valet à la river. Donc je pense que ici j'ai un check call assez facile, sachant que c'est le type de joueur qui aura encore énormément de tirages dans son range à la river, qui ont tous raté. Et c'est pas un joueur qui va faire évidemment des fines value bets. Il va jamais miser un 9 dans cette situation. Peut-être éventuellement un valet, donc un tirage de couleur avec un valet qu'il a touché à la river, mais je suis même pas sûr qu'il value bet un valet ici. Donc dans l'ensemble un range très polarisé. Et je pense que vu les cotes je pense qu'il a majoritairement un tirage dans son range. Alors après il va pas forcément automatiquement bluffer un tirage, mais je pense que j'ai un call assez facile ici face à ce type de joueur. Donc il avait donc volant de 5 au turn qu'il a slow payé. En bas à gauche, ici, donc je décide de squeezer avec paire de 10 au small blind. Alors je sais que pour ceux qui l'ont vu, j'avais discuté un peu des squeezes avec paire de 9, paire de 10, donc en multi-way face à une ouverture under the gun, où j'avais expliqué que dans la situation en question, j'aurais pas squeezé avec paire de 9, paire de 10, mais minimum paire de valet. Alors ici, la situation est un peu différente, et je pense que le squeeze est tout à fait possible ici. C'est-à-dire que From Sparta est quand même bien plus loose que l'ouvreur dans la vidéo précédente, qui était genre 18-16 en 5 max, donc ce qui est très serré. Ici, From Sparta est 25-22, donc bien plus large. Et aussi, on a un call caller qui est short stack, avec des stats pas super loose, plutôt serré pour ce genre de joueur en fait. Et je pense que si From Sparta fold, ce qu'il fera dans quand même pas mal de cas, sachant qu'il va ouvrir relativement de manière assez large, je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui va shove énormément de mains
parce qu'il a une main relativement décente, qu'il n'a pas envie de folder, qu'il est assez paranoïaque sur le squeeze. Donc je pense qu'il va typiquement shove des mains aussi faibles que paire de 3 ou As-10 ou des mains de ce type-là. Donc je pense que le squeeze ici était vraiment bien. Alors évidemment, From Sparta est pas full stack. Donc je pense qu'il y a plusieurs effets. Peut-être il va peut-être ouvrir un peu moins large au under the gun. Peut-être pas forcément autant que full stack. Mais la contrepartie, c'est que je pense qu'il va shove assez light ici, avec des mains du type peut-être paire de 8 ou As-Valet, des choses comme ça, des mains de ce type-là. Je pense qu'on a un call vraiment facile sur un shove de sa part. Évidemment, c'est une situation où il va pas fourbetter, sauf peut-être avec paire de roi ou paire d'as, sachant qu'il est de toute façon commit dans le pot, vu la taille de son tapis. Donc on se retrouve face à As-Dame et on gagne le quasi conflip. Alors en haut à gauche, donc j'ai truété par le dame face à une relance du cut-off. Alors Just to See, j'ai pas trop d'historique, mais je pense que c'est un joueur plutôt correct, peut-être un peu assez aggro, peut-être un peu spewy, mais j'ai pas vraiment trop de read sur son jeu. Alors on a un call de Nick, donc il veut absolument rien dire sur la force de sa main vu ce qu'il a montré jusque là. Alors le fourbet de Just to Seek, je pense qu'il peut être interprété de plusieurs manières. On peut se dire que vu qu'il a un call au big blind, son range pour fourbetter va être assez serré. Bon, évidemment, il n'est pas question de folder ici paire de dame, mais on pourrait se poser la question avec paire de 10 par exemple. Donc on peut interpréter ça comme signe de force, sachant qu'il y a un coco au big blind, mais aussi il peut être tout à fait conscient du fait que Nick va tout de même avoir un range très large, et il peut profiter de ça pour fourbetter light, justement en montrant pas mal de force et me faire folder plus de mains que sur un fourbet classique. Alors le problème, si c'est un fourbet bluff ou fourbet light, c'est que il est pas loin d'être commit avec toute la dead money. Contrairement évidemment à un fourbet direct. Donc il a foldé, ce qui est relativement étonnant. Si on fait un petit calcul d'équité, à cause de la dead money, il lui faut juste 35% d'équité dans ce pot, ce qui est pas énorme. Donc je pense que son fold est correct vraiment uniquement avec le bas de son range. Dans l'ensemble, c'est une main assez étonnante de sa part. Mais bon, il n'est pas impossible qu'il ait 6-7 de pique dans cette situation et a juste voulu profiter du call de Nick avec quasiment Nick 2 pour fourbet bluffer. Dans ce cas-là, c'était plutôt bien joué. Et s'il avait une main du type As-10, je pense que c'est assez horrible sa façon de jouer. En plus, il est plutôt commit dans le pot face à mon range a priori. Alors ici on a un squeeze de cascade,
le Kafka's Lover, que je ne connais pas du tout. Bon, vu ses stats, il a l'air relativement aggro. Je pense pas que mon historique soit suffisamment grand pour vraiment avoir des stats significatives sur le fold de 4-bet par exemple, sachant que 80% c'est assez énorme. Donc on peut avoir envie de shove avec As-10 ou éventuellement de coller. Je pense que coller ici est pas mal, sachant que on va certainement induire un call de Nick qui a un range très très large et qui va inclure des mains dominées. Je pense qu'on pouvait tout à fait coller pré-flop. Je pense qu'avec Nick ici, c'est sans doute meilleur que un shove. Bon, le problème d'une main comme As-10, c'est que si jamais il free bet, il squeeze pas vraiment light dans cette situation, par exemple, parce qu'il pense que Nick est tellement une connect station qu'il va essentiellement squeezer pour valeur, qu'on va se retrouver très souvent face à des mains qui nous dominent. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc ça peut être une grosse erreur si jamais il squeeze rarement live. Donc j'ai préféré la prudence et folder ici. Mais on aurait pu tout à fait coller. Même sans avoir trop d'infos sur Kafka's, en dehors de ses stats. Alors en bas à droite, donc je défends Roi 9 face à un min raise under the gun de Cancan 10, ce qui est évidemment plutôt marginal a priori. Il y a plusieurs choses. Déjà, bon, Cancan n'est pas un joueur que je connais. Il ne multitable pas. Mais même s'il est full stack, a priori, c'est un joueur assez faible. Même si j'ai pas du tout, pour l'instant, il a rien montré de spécial. Comme c'est un joueur que j'ai jamais vu et qui multitable pas, il y a vraiment toutes les raisons de penser que c'est un joueur faible. Donc on a évidemment envie de jouer pas mal de mains contre ce type de joueur, même hors de position. Parce que évidemment on pense avoir pas mal d'edge post-flop, et en plus il y a l'aspect sur ses limites, en tout cas en 10-20, c'est pas le genre de joueur bon, en supposant vraiment que c'est un faible joueur, c'est pas le genre de joueur qu'on retrouve très très régulièrement, donc il y a un peu une course à son stack qui s'instaure entre les régulars. Et donc en plus, vraiment face à un min raise, je pense que je peux me permettre de défendre pas mal de mains, sachant qu'un min raise, même under the gun, est quand même plutôt signe d'un range assez large. Et donc l'idée de défendre, et en plus évidemment j'ai des cotes assez intéressantes, des cotes immédiates assez intéressantes face à un min raise quand je suis au big blind. Alors quand on défend comme ça face à un min raise, je pense que on peut se permettre de défendre pas mal de mains avec l'idée de check raiser pas mal de flops et de miser souvent le turn ensuite. Je pense qu'avec pas mal de mains, c'est meilleur que le free bet, surtout des mains marginales comme ça,
où on aura qui joue pas forcément, qui joue pas très bien dans des pots 3BT, qui est typiquement le cas de One of Suit. Donc on a plutôt envie d'avoir un jeu assez aggro, essentiellement basé sur la bluff equity. D'ailleurs, juste une petite diversion à ce sujet. C'est vrai que maintenant c'est devenu assez populaire de faire des quasi min raise au bouton. Alors l'idée c'est évidemment de pouvoir défendre pas mal de 3-bet et d'avoir un ratio tapis pot très intéressant en ayant la position même dans des pots 3-bettés. Je pense que il y a aussi des problèmes avec le min raise ou quasi min raise. D'une part, c'est que on aura évidemment moins de valeur sur les grosses mains. Et d'autre part, ça permet de défendre, de faire pas mal de défense avec des mains de ce type-là, qu'on pourra jouer agressivement hors de position, sans être du tout committed au turn. C'est-à-dire qu'on pourra faire une ligne check, raise, flop, bet, turn, avec un range très large, même avec ses plus gros tirages, sachant qu'on n'aura jamais, on sera jamais committed au turn. Enfin voilà pour la petite digression. Donc là j'ai trouvé un flop vraiment parfait pour check raiser. Assez dry, alors on peut se dire que c'est pas vraiment dry parce qu'il y a tirage de quinte, tirage de couleur. Mais vraiment face à un range pas exceptionnellement large comme il doit l'être, même si avec un min raise mais under the gun, on va faire donc son range est pas mal constitué de pocket pair de cartes plus hautes que, enfin de cartes à hauteur 10 et plus, donc type valet 10, roi 10, etc. Donc c'est vraiment sur ces cartes là, sur ce range là, on a énormément de fold equity au flop, sachant qu'il aura rarement plus d'une overcard s'il a évidemment pas de dame. Et en plus, face au range des pocket pairs, on aura pas mal de fold equity au turn suivant ce qui tombe. Donc c'est vraiment un des flops idéaux pour check raiser, sachant que on a aussi l'avantage d'avoir donc une overcard. Donc je ferai pas un check raise sans overcard parce que vraiment le roi au turn est une très bonne carte pour moi, ma main. En plus, ce sera pas un roi, ce sera pas un pique, donc il n'y aura pas de possibilité de couleur en face. Je pense avoir pas mal de valeur si un roi tombe au turn face à une dame. Et en plus, il y a l'aspect backdoor flush draw évidemment. Donc là, je trouve évidemment l'une des meilleures cartes du paquet. Donc, on me donne tirage de gutshot et de deuxième couleur max. Comme j'ai expliqué avant, on peut se permettre ici de semi-bluffer, sachant que ça va rendre très difficile une relance de sa part, sauf avec le haut de son range. S'il avait 1200, je pense qu'il pourrait, donc ce qui correspond quasiment à une relance du pot. On fera face très souvent beaucoup plus souvent à une relance qui en plus nous mettra dans une situation vraiment inconfortable. Donc s'il y avait un stack de 1200, je pense que bet call ou bet fold serait la pire des lignes. On pourra éventuellement soit check caller, soit check raiser, voire check folder suivant la taille de sa mise. Ici, je pense qu'il va très rarement relancer, puisque ça le committerait et ça le ferait, ça serait équivalent à overbetter le pot au turn si ça part à tapis. Donc je pense qu'il va juste relancer le haut de sa range et éventuellement il va slow player en plus, la possibilité qu'il slow play en plus.
Et évidemment, en plus de tout ça, peut représenter facilement une couleur après notre check raise au flop. Donc on a toutes les raisons de penser qu'il va très rarement relancer ce turn. Donc le semi-bluff est vraiment indiqué. C'est une évidence, mais on veut vraiment, quand on semi-bluff, d'une part on veut de la fold equity, un peu de fold equity, mais surtout on veut pas être relancé. On veut essentiellement être suivi ou permettre un fold quand semi-bluff. Et si on a de fortes chances d'être relancé, il est probable que le semi-bluff n'était pas du tout une bonne idée. Donc il suit au turn. Donc après la rivière, je pense que c'est juste une question de bet sizing. Évidemment, on va miser pour valeur le deuxième jeu max ici, sachant qu'il faudrait pour qu'il ait un as dans son range, il faut essentiellement qu'il ait as-dame avec as de pique comme main. Je pense que c'est essentiellement la combinaison qui va lui permettre d'avoir un as à la rivière. Donc je pense on peut envisager de faire une petite mise et d'induire un bluff. Je pense qu'ici c'est pas du tout une bonne idée. La raison principale, c'est que je pense vraiment qu'il va rarement tourner ses mains sans pique en bluff, sachant qu'il a minimum je pense qu'il a minimum une paire de dames ici après avoir collé le flop et le turn. Enfin, minimum une paire de dames sans pique. Donc je pense que dans l'absolu, dans la tête d'un joueur assez médiocre, c'est une main assez forte, donc ça reste top pair. Donc c'est pas du tout une main, je pense, qui va facilement transformer en bluff. S'il pouvait avoir paire de 5 sans pique à la rivière, je pense que ce serait beaucoup plus un candidat pour transformer sa main en bluff, mais évidemment une paire de dames ici ou une paire de 5 sans pique, c'est strictement équivalent, mais dans la tête d'un joueur médiocre, ça l'est pas vraiment. Donc je pense qu'il va rarement transformer une main sans pique en bluff. Et je pense que dans son range, il y a aussi pas mal de pocket pairs avec un pique. Donc ils vont jamais folder la rivière, que ce soit pour une petite mise ou pour une mise supérieure à la moitié du pot. Donc je pense que ça fait déjà pas mal de mains où on aura pas mal de valeur. Et il peut éventuellement aussi suivre avec des mains sans pique, type paire d'as qui n'a pas envie de folder, des choses comme ça. Bon, après, on peut éventuellement miser un peu plus. On perdra sans doute un peu de valeur des mains sans pique, ou un peu moins. C'est vraiment difficile à dire précisément. Mais je pense que la petite mise est pas du tout bon ici. Alors évidemment, je colle un shove parce qu'il est quand même très peu probable qu'il ait un as. Il y a toujours la possibilité qu'il fasse quelque chose de stupide à la rivière, sachant que je ne connais pas son jeu. Donc j'ai regardé ce qu'il avait valet dame de carreau. Donc évidemment son call à la rivière est plutôt pas terrible. A priori il battait rien du tout une fois que j'adapte cette ligne et que je mise la rivière. Mais bon, c'est pas non plus étonnant venant d'un joueur inconnu a priori faible qui ait suivi cette rivière. Et sans être très oriented, je pense que le fait qu'il ait valet dame de carreau, ça justifie quand même pas mal ce que j'ai dit, à savoir qu'on sera très rarement relancé au turn, sachant qu'il n'a même pas relancé avec top 2 sur cette main.
à gauche, j'ai tribetté Mario, donc avec l'As-Roi Suit, c'est super standard. Et Nick Nick, Call Call, comme à son habitude. Donc là évidemment j'ai un call automatique avec As-Roi. Alors en général les shoves, directs après un 3-bet sont des shoves assez light. S'il n'y avait pas eu Nick Nick en jeu, c'est-à-dire c'est souvent des mains du type paire de 6, paire de 7 ou As-Valet. Bon, ici avec le fait qu'il y ait Nick Nick qui call, donc pas mal de dead money, un 4-bet le commit, donc il y a son range de shove direct comme ça est pas aussi light que s'il n'y a pas eu Nick Nick. Mais je pense que malgré tout les joueurs ont tendance à 4-better paire d'as, paire de roi dans cette situation. Et même si c'est évident qu'ils sont committed. Donc je pense que vraiment face à son range, on est très bien ici avec As-Roi. Alors est-ce qu'il a mal joué? A priori il peut difficilement faire autre chose. Sachant que évidemment je vais free-better light au bouton assez régulièrement. Je pense qu'il est possible qu'il surestime un peu ma fréquence de free-bet light au bouton, sachant que de manière globale j'ai un pourcentage de free-bet assez élevé, mais je call pas mal au bouton face à une ouverture du cut-off. Et je vais plus free-better light suivant la dynamique. Mais je pense qu'il surestime un peu ma fréquence de free-bet light dans cette situation. Mais malgré tout, c'est difficile de ne pas chauver. On peut éventuellement coller pré-flop, sachant que on aura la position face à Nick Nick et des mains, pas mal de mains dominées dans son range. Donc ici, je pense que coller pré-flop, même si As-Dame va pas très bien jouer contre moi sans la position, le fait d'avoir Nick Nick en jeu, je pense rend le call pré-flop pas mal du tout en fait. Mais bon, son shove est pas non plus horrible évidemment, avec pas mal de dead money quand Nick Nick call pré-flop. Alors j'ai pas encore parlé de Dare. Alors Dare est un joueur assez particulier. Ça fait pas mal de temps qu'il joue à ces niveaux 10-20, 10-20, parfois 5-10, mais plutôt 10-20. C'est pas impossible qu'il soit gagnant. En tout cas, je pense pas que ça soit un gros gagnant, mais c'est pas impossible qu'il soit gagnant. Donc il a un jeu donc plutôt small ball, très passif dans l'ensemble. Enfin plutôt très loose, c'est-à-dire que il sera en position, il va coller énormément au flop et au turn avec un range très large. Donc comment s'adapter à ce type de joueur? Donc évidemment il va slow player pas mal aussi également. Donc on veut essentiellement être très sélectif sur les continuation bets et sur les deuxièmes barrels. Parce qu'une fois qu'on deuxième barrel, on va auto faire un troisième barrel, sachant que son range est encore très large au turn. Et je pense qu'on a pas mal de fold equity à la river. Ça dépend évidemment des cartes qui tombent à la river. Mais dans l'ensemble, on va faire énormément de troisième barrel. Ce qui signifie qu'on va être très sélectif sur les continuation bets, beaucoup plus que face à un regular standard et sur le deuxième barrel.
Donc ici j'ai décidé de scribetter préflop paire de 4. Je pense que vu donc, ça c'est un min raise ici, le call préflop est tout à fait possible également. Sachant que je pense pas que Cancan soit vraiment un candidat au squeeze light. Alors là typiquement c'est un board où je vais toujours miser paire de 4 contre un régular, parce qu'on aura quand même pas mal de fold equity. Donc paire de 9 et en dessous vont toujours folder ce flop. Sachant que ça va me toucher, ça va toucher pas mal mon range. Et j'aurai rarement un free showdown si je souhaite checker. Contre DER XM, comme je l'ai expliqué, vraiment miser ici, surtout avec le niveau de ces stacks. Donc je pense qu'on sera obligé de faire un deuxième barrel à tapis quasiment, sachant qu'il va coller au flop avec énormément de mains. Donc checker et je pense nettement meilleur face à ce joueur. Alors ici on peut éventuellement décider de miser le turn, représenter l'as, éviter de se faire bluffer. Mais je pense que c'est un board qui l'a touché énormément et il va pas facilement folder non plus au turn. Donc là, je relance préflop valet 8, ce qui est standard. Évidemment, je fold sur le shove. Avec des stacks de 32-17, spike back n'était pas forcément candidat à un limpy raise, donc j'ai pas du tout de problème à relancer préflop au big blind. Donc on va peut-être faire encore une main avant de clore cette vidéo. Donc, qui était un peu juste donner un peu un aperçu du jeu en 10-20. Même si ici c'était pas forcément les régulars qui m'impressionnent le plus. C'est quand même mon Rickaby est quand même un gros joueur sur le réseau. Même si dans la vidéo il n'a pas montré grand chose d'intéressant. Alors s'il fasse un short stack, je pense que le shove est standard avec roi-10. Mais ce qui se passe pas mal en 10-20, c'est que une fois que les régulars ont vraiment acquis une bonne réputation de joueurs assez solides, assez difficiles, je pense qu'il y a moins de moves entre régulars, entre bons régulars qu'il peut y avoir dans les limites inférieures. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un gros edge l'un contre l'autre. Donc je pense que tacitement il y a un peu sur 10-20 en 10-20 il y a un peu tacitement un accord de ne pas faire énormément de jeux super aggro entre tough régular. Voilà, ils se concentrent plutôt sur les reg fish comme on dit, ou les régulars un peu moins bons qui ont quelques lacunes.
Donc ici je call 8-9, je pense que c'était relativement bon vu la taille vu les cotes offertes. Alors j'ai décidé de call-caller au small blind paire de 8. Je vais régulièrement sous-better. Bon, j'ai aussi envie d'avoir des brelans dans mon range face à une ouverture du bouton. Parce que bon, je pense que vous l'avez remarqué dans les vidéos, je sous-bête pas mal les pocket pairs, surtout les petits pocket pairs hors de position face à une ouverture du bouton. Donc j'ai aussi envie d'avoir des brelans dans mon range, donc je vais régulièrement coller des mains du type entre paire de 6 et paire de 9 par exemple. Et évidemment je vais de temps en temps sous-better ce paire de 8 également et plus. Alors ici donc j'ai choisi de checker, je pense que vraiment tourner sa main en bluff serait horrible sur ce board. Alors lui-même a checké avec une moins bonne main, ce qui est a priori pas une super idée, sauf s'il avait paire de 7 éventuellement. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, je vais changer un peu de domaine dans les prochaines vidéos. Donc je vais essentiellement, je pense, faire du heads up. Mon idée c'est de faire du heads up contre des régulars contre lesquels j'ai pas d'historique, donc sur des limites assez basses, type 200, no limite 200 ou no limite 400, et de déterminer un peu leurs lacunes et d'essayer de les exploiter au fur et à mesure des sessions. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt sur les forums Impers, et très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.